Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ben voilà, je m'appelle Christophe Bastard, je suis professeur au Collège Clermont à Pau pour faire d'histoire géo et d'enseignement moral et civique. Et j'enseigne dans ce collège depuis maintenant 19 ans. Et j'ai des élèves de 11 à 15 ans, 16 ans, qui habitent principalement dans le centre-ville de Pau, D'accord, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, au de collège. nous avoir accordé cette interview. La première question, c'est comment la France s'est adaptée au phénomène d'immigration à travers le temps? Alors c'est pas encore quelque chose qui est enseigné dans les programmes, mais les programmes actuels permettent quand même d'aborder ces problèmes, enfin cette histoire de l'immigration, quoi. Et donc, même si je ne suis pas un spécialiste, j'arrive quand même avec les élèves à aborder ces problèmes. Donc, on voit que la France est un pays d'immigration, hein, ça c'est quelque chose de très important. Et depuis, on va dire, 2 siècles et demi, c'est vraiment un pays qui a accueilli des vagues migratoires importantes. Et l'immigration fait partie de l'histoire de France et c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'histoire récente du pays, quoi. Donc on arrive plus ou moins à l'enseigner aux élèves. On parle des immigrations subies comme l'esclavage qui est désormais au programme, mais on parle aussi des immigrations plus récentes, celles du 19e siècle et puis celles du 20e siècle également, quoi. Donc, la France a toujours été prête à accueillir des étrangers d'une manière Prête, générale. je ne sais pas, ni Non. dans le passé ni aujourd'hui, mais en tout cas, l'histoire de France a fait qu'elle a toujours accueilli des populations étrangères, du fait de sa richesse, hein, déjà. Hein, elle était plus riche que ses voisins, à partir du XVIIe, du XVIe, XVIIe, donc elle attirait forcément des populations en difficulté, et puis après la Révolution, il y a eu le fait d'avoir des droits supplémentaires et d'accorder des libertés supplémentaires aux étrangers. Donc, son histoire explique pourquoi elle a été un pays d'immigration et finalement un pays d'émigration. Il y a peu de Français qui sont partis s'installer à l'étranger, quoi. D'accord. Pour la deuxième question, c'est les établissements en France, et quand on dit les établissements, on pense c'est les établissements scolaires bien sûr, sont-ils prêts à accueillir des étrangers sachant que le gouvernement ferme des écoles? Alors la fermeture des écoles, elle est plutôt dans des espaces moins peuplés, on va dire. Et, dans les villes où arrive quand même la majorité des immigrés, les écoles ne ferment pas. Alors après, est-ce qu'on est prêt c'est compliqué parce que on voit. Moi, je vais prendre l'exemple du collège où je travaille, où j'ai vu la population a changé dans ce collège, hein. Et effectivement, on était il y a 20 ans, quand je suis arrivé, avec une immigration classique, on va dire, avec des gens d'origine espagnole, d'origine portugaise, et puis une communauté marocaine qui était déjà importante. Et là, on voit ça s'est accéléré, on va dire, dans les années 2010, mais des immigrés primo-arrivants venant de pays différents, effectivement des Syriens, mais beaucoup du Caucase, par exemple, des Arméniens, des Géorgiens, enfin des populations qui finalement n'arrivaient pas à Pau jusqu'à une période finalement récente. Et donc là, le collège a dû s'adapter. Alors c'est vrai que il y avait un autre collège Palot qui avait une section qui accueillait justement ces primo-arrivants, ces allophones qui parlaient pas, ces jeunes qui ne parlaient pas le français. Mais donc c'était Jeanne d'Albret, mais très vite, la structure n'était pas assez importante pour accueillir tous ces élèves. Donc beaucoup d'élèves sont venus au collège Clermont. Donc nous, on bricole un petit peu au collège depuis quelques années. On essaye toujours de trouver des enseignants de FLE pour donner un petit peu, je pense qu'on peut, parce que il y avait beaucoup d'élèves de Jeanne d'Albret qui faisaient 1 an à Jeanne d'Albret, et puis après ils venaient ici. Mais au bout d'1 an, les élèves avaient encore besoin de soutien pour justement maîtriser davantage la langue française. Alors moi je trouve que on essaye de mettre en place des choses pour accueillir ces élèves, mais par exemple je sais que les enseignants de FLE étaient très mal payés, que c'était pas quelque chose
Donc, chaque année, c'était pas les mêmes personnes, parce qu'au bout d'un an, je suis fatigué un peu de travailler beaucoup pour finalement un salaire assez faible. Donc, il n'y a pas de considération, je trouve, pour les personnels qui s'occupent de ces élèves, quoi. Donc il faut faire plus d'efforts. Ouais, là je pense que déjà pour ceux qui enseignent le FLE, voilà. Et après, on se débrouille. C'est vrai que on s'adapte. Il y a toujours un surveillant qui va parler arabe, un professeur qui parle russe pour faire le lien, par exemple, avec les parents ou avec les élèves. Les élèves ont parfois, on fait un séjour dans un autre pays, ils maîtrisent un peu l'anglais, mais c'est vrai que parfois c'est vraiment du bricolage, hein, ça c'est vrai, quoi. Mais ils sont au collège et la plupart progressent rapidement. Moi j'ai cette impression-là, même si la première année on se dit mais ils peuvent pas suivre un cours, donc. Mais il y a chez la majorité d'entre eux une volonté et une vitesse d'apprentissage de langue qui est assez impressionnante, quoi. Et donc on a des fois des élèves qui sont arrivés en quatrième qui ne maîtrisaient pas forcément le français, et puis 4 ans plus tard, ils ont eu le bac. Ça, je le vérifie, on peut le vérifier ça assez souvent, quoi. Donc ça marche, mais c'est peut-être des élèves qui ont beaucoup de volonté, qui ont des parents qui sont là et qui les poussent et les suivent leur scolarité, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément, c'est pas des mauvais élèves, hein, mais c'est des élèves qui, pendant quelques mois, quelques années, vont avoir des difficultés qui sont liées à la maîtrise du français, quoi, tout simplement. D'accord, parlons déjà du personnel et plus précisément des enseignants. Selon vous, les enseignants ont-ils besoin d'une formation pour enseigner la laïcité, plus précisément? Moi j'ai une vision un peu large de la laïcité, donc je suis prof de MC, donc là j'ai des programmes qui m'imposent de parler de la laïcité, d'enseigner ce que c'est. Alors je crois que les élèves se lassent un petit peu de ce type d'enseignement, parce qu'on leur parle de la laïcité, de ses principes, depuis je dirais presque l'école maternelle et jusqu'en terminale. Et donc les élèves qui ont compris ont l'impression qu'on leur répète un peu toujours la même chose. Alors j'ai l'impression qu'on a tellement peur que cette laïcité soit pas bien comprise, pas bien appliquée, qu'on en rajoute beaucoup. Alors moi je pense que déjà être au collège, respecter les règles du collège, c'est comme ça que ça s'apprend la laïcité. Elle est plus... Même pour les élèves étrangers, excusez-moi. Pour les élèves étrangers, alors là j'ai pas eu de cas précis, mais là effectivement, pour ces élèves étrangers, les principes de la laïcité doivent être peut-être davantage rappelés, parce qu'effectivement ils n'ont pas la même culture primaire et maternelle, primaire, que les élèves qui sont en France depuis, enfin, qui sont dans le système scolaire depuis toujours, quoi. Donc effectivement pour eux, il y a peut-être des principes, enfin des réalités à rappeler. Mais je pense que c'est des choses qui sont assez vite comprises. Enfin, moi j'ai l'impression, quoi. Après, j'ai pas l'impression que ce soit justement avec ces primo-arrivants que le problème de la laïcité se pose. Il va plus se poser, à mon avis, avec d'autres... Des natifs. Comment ? Des natifs. Des natifs, mais qui, par rapport au contexte international, par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vont avoir plus de mal finalement à vivre cette laïcité, quoi. Enfin, j'ai un peu cette impression, quoi. Voilà. D'accord. Je vais vous citer, ça c'est quelques citations des étudiantes étrangères qui sont ici à la fac de Pau. Il y avait 4, une canadienne, sud-africaine, albanaise et saoudienne. Donc une d'entre elles dit: l'administration française ne nous propose pas les mêmes services que les Français. Une autre: j'ai découvert qu'en France, c'est pas bien de contredire à son patron. La troisième: mon voile est interdit dans certains endroits alors que je n'ai rien fait de mal. Et la quatrième: la société française est fondée sur la compétition, pas vraiment sur l'entraide. Donc, que pensez-vous? Ce n'est pas contradictoire à la devise française? Si, là, ces citations d'étudiantes, oui, elles montrent que oui, on n'est pas un pays parfait, ça c'est évident, hein. Après, l'histoire du patron, je pense que dans d'autres pays, on ne peut pas contredire son patron, hein. Je ne suis pas sûr qu'en France... Après les droits, non, effectivement, les droits ne sont pas les mêmes pour des étrangers, parce que tout simplement, les droits du citoyen, il faut être français, de nationalité française. Après, la citoyenneté, elle peut s'acquérir, hein. Des jeunes qui arrivent, je
sais pas, de l'âge de 10 ans, ils deviennent citoyens français à leur majorité, hein, puisque en France, je pense que c'est le système scolaire qui, enfin, le fait d'aller au collège, d'aller à l'école, au collège, au lycée, qui fait de vous un citoyen français. Mais après, le voile, moi, je pense qu'il y a une confusion entre la laïcité à l'école, où là, effectivement, les ports de signes religieux sont proscrits, hein, ça c'est la loi, et la vie de tous les jours, où dans la rue, la laïcité, enfin, le système français n'empêche pas les musulmans de porter le voile. Hein. Bon, après... Si je peux élargir, excusez-moi un peu, les signes religieux, selon vous, dans un établissement scolaire, par exemple le collège, est-ce que ça doit être changé? Même par exemple pour un juif, il peut porter la kippa, ça pose pas de problème, un chrétien la croix, pas seulement le voile. Bon, même si je pense que le principe de laïcité doit peut-être être adapté, on peut plus, comme pendant longtemps, vouloir faire que la République fabrique des petits Français comme identiques, ça c'est terminé ça, mais je pense qu'il y a quand même quelques... dans le cadre du collège, de l'école, je suis pour une adaptation pour l'adaptation, non, je pense que voilà, il faut, dans le cadre jusqu'au lycée, enfin jusqu'à la terminale, je pense que ce ne sont pas des adultes et je pense que les signes religieux doivent être... les signes religieux ostentatoires doivent être proscrits. Voilà, ça, après, je suis pas du tout d'accord quand on veut étendre ça, par exemple, à l'université. Je trouve qu'à l'université, les gens sont majeurs, ils ont eu une éducation qui leur permet de réfléchir par eux-mêmes. Donc là, moi, à l'université, je suis contre l'idée qu'on interdise les signes religieux, quoi. D'accord, merci. Et après, pour les fonctionnaires, je pense que effectivement, on a cette laïcité qui est appliquée de manière très, très stricte, hein, par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre. Ben, les fonctionnaires ne doivent pas porter, en tant qu'employants, enfin fonctionnaires d'État, ils ne doivent pas porter de signes religieux. Mais ça ne me choque pas, par exemple, qu'une maman voilée ou un père qui porte une kippa accompagne une sortie scolaire. Là, eux ne sont pas fonctionnaires, ils sont parents d'élèves, et la France, il ne faut pas vouloir cacher la réalité. Voilà, si c'est une maman qui est musulmane, qu'elle porte le voile, mais elle accompagne la sortie scolaire, moi ça ne me pose aucun problème, quoi. Mais en tant que fonctionnaire, je trouve qu'il y a une limite à... On travaille pour l'État, et je suis un peu vieux jeu, l'État il est laïque, voilà. D'accord. Parlons un peu d'écologie. L'éco-citoyenneté ne devrait pas avoir la même importance que la devise et la laïcité en cours de FLE, plus précisément. Oui, alors après, en cours de FLE, je sais pas, parce que... Mais il est évident qu'on va devoir adapter la Constitution française à... Il y a des droits de l'homme, je pense qu'à un moment, il faudra qu'il y ait des droits naturels, enfin, pour des droits de l'environnement, quoi. Ça, c'est évident. Alors, ils en avaient parlé il y a quelques temps, mais pour ça, je pense qu'il faudrait changer la Constitution, et puis ça changerait la société française. Donc il faut commencer par la Constitution et plus par les programmes. Alors les programmes, attention, les programmes en géographie par exemple, ils se sont beaucoup adaptés à cette idée de protection de l'environnement, quoi, hein. Quand on parle des énergies, on n'est plus du tout dans la France produit tant de tonnes de charbon comme ça pouvait être le cas il y a 50 ans. Voilà, on est vraiment, on enseigne c'est vrai aussi en sciences physiques, en technologie, on enseigne les problèmes que pose l'utilisation de l'énergie. C'est quelque chose qui est au cœur des programmes. Là, on est en train les programmes font qu'on va fabriquer des éco-citoyens, ça j'en suis persuadé, quoi, hein. Si les jeunes de 16-17 ans, j'ai des enfants de 18-19, ben, ils sont très très... ils sont beaucoup plus... comment dire, sont des défenseurs beaucoup plus forts de l'environnement que les générations précédentes. Et ça, c'est l'école qui, à mon avis, a ancré ça dans leur mentalité, quoi. Plus après, une sensibilité avec les réseaux sociaux, mais je pense que à l'école, on leur apprend vraiment à devenir des éco-citoyens. Ça, c'est... de temps en temps, on fait de la propagande, mais une bonne propagande, c'est-à-dire, mais on fait vraiment pour la bonne cause. Pour la bonne cause.
D'accord. Comme on fait de la propagande pour la démocratie, pour leur dire, voilà, on leur fait de l'éducation à la citoyenneté, on leur fait de l'éducation à l'éco-citoyenneté aussi. Ça, et les programmes se sont vraiment adaptés. Enfin, moi, de ce point de vue-là, je le crois, oui. D'accord. Une dernière petite question. Concernant les problèmes d'intégration, il y a pas mal d'enseignants dans les collèges, dans les facultés. Ils précisent que ce n'est pas lié seulement aux étrangers. Il y a même des Français, des descendants d'immigrants qui ont un problème de se sentir entre guillemets français. Oui. Donc selon vous, faut-il pas changer le programme scolaire ou bien l'adapter à cette nouvelle population multiculturelle afin d'assurer une intégration sociale? Oui, voilà, je pense que pendant longtemps, j'ai déjà dit, la France, ça a marché avec les Italiens, ça a marché avec les Polonais, c'est-à-dire qu'on a réussi, entre guillemets, hein, la République a réussi à en faire des Français comme les autres. Et je pense que on a culturellement ce modèle-là en tête encore, même si les choses ont totalement changé. Et je pense qu'il faut... ça ne va plus marcher comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'avec on ne peut plus être d'une seule identité, enfin, visiblement. Donc on a des identités multiples, des identités régionales aussi, hein, des identités... On ne peut plus être que français, entre guillemets, quoi. Et ça, peut-être tout le monde ne l'a pas encore intégré, et effectivement, je pense que les programmes pourraient... Alors ils le font déjà, mais on pourrait aller encore plus loin dans l'histoire de l'immigration, faire en sorte que parce que, j'ai dit, hein, dans les classes maintenant, si on prend les élèves d'une classe, on leur demande, bon, qui parmi vous, au moins un des 4 grands-parents nés à l'étranger, enfin au collège Clermont, on a les 3/4 des élèves qui lèvent la main. Donc l'immigration, elle est là, quoi. C'est la France d'aujourd'hui, c'est ça. Donc effectivement, je pense qu'il y aurait besoin de choses un peu plus... on y arrive un petit peu, mais je pense qu'il faudrait aller plus loin sur l'histoire de l'immigration, les différentes vagues migratoires, comprendre pourquoi leurs ancêtres parfois sont arrivés là, soit en le désirant, soit en le subissant. Hein. On le fait déjà il y a eu beaucoup de choses, par exemple, sur les programmes liés à l'esclavage. Hein. Avant, c'était quelque chose qui n'était pas abordé, maintenant c'est abordé en 4e, et c'est quelque chose que tous les Français, tous les jeunes Français connaissent. Donc je pense qu'on a évolué, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, parce que si on veut comprendre, si on veut que les Français comprennent la société dans laquelle ils vivent, il faut leur expliquer l'histoire de cette société, comment elle s'est construite au 19e, 20e siècle, quoi. Donc là, c'est quelque chose d'important, quoi. Mais on arrive à le faire, mais c'est pas encore... réussi. Je pense que y a beaucoup de choses qui viennent des choix des professeurs. Est-ce qu'ils ont envie d'insister là-dessus ou pas? Donc, s'ils n'ont pas envie d'insister sur certains points, le programme ne va pas les obliger. Voilà. L'esclavage, oui, maintenant, ça fait partie du programme. Mais l'immigration, on l'aborde, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment au cœur du programme. Un autre exemple qui peut choquer, c'est que on peut ne pas traiter la guerre d'Algérie en 3e, alors que pour moi c'est un événement très important que les citoyens français doivent connaître, les jeunes en particulier, quoi. Merci beaucoup pour l'interview. Merci. Merci.